Bonsoir. Voici notre deuxième numéro du Dessous des cartes consacré à l'Algérie. La semaine dernière, nous avons regardé les cartes des influences et des empires. Cette semaine, je voudrais m'arrêter sur la colonisation française. Parce que ce long épisode d'une histoire commune aide à comprendre des mécanismes que l'on retrouve encore aujourd'hui. Pour préparer cette lecture du territoire algérien, nous avons fait appel à des étudiants de géographie en licence à l'université d'Angers. Et grâce à leur travail, vous allez constater que l'on peut lire beaucoup de choses dans l'analyse du sol. Les premiers occupants du territoire algérien, ce sont les Berbères. Ils ont occupé ce sol avant les passages phéniciens, romains, arabes bien sûr, puis les Turcs ottomans, jusqu'à il y a 160 ans. Puis arrivent les Français le 4 juillet 1830. On voit sur la carte le premier point de débarquement à Alger. Tout à l'heure, en fin d'émission, je vous raconterai les raisons diplomatiques de ce mouvement militaire. Entre 1830 et 1835, la France occupe la côte sans difficulté. Le chef du corps expéditionnaire, le général Bugeaud, installe militaires et commerçants à Oran, Mostaganem, Alger, Médéa, Béjaïa, Bonn. Face aux Français, installés donc principalement dans les ports, on trouve une résistance qui se fédère autour de l'émir des tribus arabes, Abdelkader. Il gère environ les 2/3 de l'Algérie de l'époque, plus vers l'intérieur. On va donc avoir pendant plusieurs années deux États qui évoluent comme parallèlement. La France, qui en fait se substitue aux positions et à la domination ottomane, et l'émir Abdelkader, qui renforce son État fondé sur les principes coraniques. Et les deux logiques vont finir par s'opposer. Celle de la France, qui ne rencontre pas sur le terrain de vraie opposition militaire, mais qui n'a pas non plus de vraies directives politiques depuis Paris. Et puis la logique de l'émir Abdelkader, qui lui a grandi dans une culture nationaliste, anti-ottomane, qui symbolise l'affirmation d'une nation algérienne, et qui donc se voit conduit, pour des mobiles qui sont à la fois et nationaux et religieux, à appeler les musulmans à la guerre sainte pour chasser les chrétiens du sol algérien. Entre les deux camps, ou plutôt entre les deux États, la guerre éclate en 1840 et va durer jusqu'en 1847, ce qui est long. Car en fait, la nette supériorité technique des militaires français est mise en échec par la mobilité, la connaissance du terrain des troupes d'Abdelkader. Celui-ci finalement est vaincu en 1847 et la progression territoriale de la France se poursuit alors, plus franchement, vers le sud. Donc l'Algérie est conquise, mais elle n'est pas soumise. La France fait face à une succession de révoltes, 1864, 1870, 1871, et cela n'empêche pas du tout des centaines de villages français de se créer de toutes pièces sur la côte ou près de la côte. Avec les cartes, on voit bien la progression de la présence des Français de 20 ans en 20 ans. 1846, 1866, 1886, 1906. L'idée coloniale, elle est simple au départ. La France prend les terres pour ses colons en fonction de 3 critères. Que les terres soient bonnes, qu'elles soient bien arrosées par les pluies et qu'elles soient proches de la côte. C'est ce qu'on a appelé le refoulement des tribus et on a là un début de déculturation par l'éloignement de la terre. En 1934, par exemple, quand on regarde les statistiques de l'époque, on voit que les colons représentent 2% de la population en Algérie, alors qu'ils possèdent le quart des terres cultivées. Les terres incultes, les terres sèches ou sans propriétaire sont laissées aux indigènes, comme on les appelle à l'époque, et cela contraint souvent les populations arabes à s'insurger, on l'a vu, ou bien à partir pour la France. Et peu à peu, en fait, on va avoir deux conceptions de l'économie, donc deux conceptions du territoire, qui vont s'opposer, l'une l'emportant très nettement sur l'autre. J'attire votre attention sur ce phénomène, car l'air de rien, c'est là où commence à s'écrire l'histoire des tensions, des conflits d'aujourd'hui. Car cette préemption des bonnes terres modifie l'organisation économique du pays et à terme modifie les mentalités à cause des schémas de développement que cela va induire. Les Algériens sont des paysans tournés vers la terre, qui pratiquent au XIXe siècle une agriculture traditionnelle, avec des cultures vivrières le long de la côte,
expédiés vers l'intérieur du pays. Puis dans les hautes plaines, ils pratiquent l'élevage du mouton et la culture du blé. Les liens culturels et commerciaux sont dirigés vers le désert. On voit là les oasis dattières, les points d'escale, des caravanes. Le nomadisme est commercialement et culturellement important, car les mouvements sont orientés vers le sud. Le pays est en relation avec le Sahara, c'est-à-dire avec l'Afrique. De l'autre côté, avec l'arrivée des colons français, se développe une agriculture de production le long de la côte, orientée vers les ports et destinée à l'exportation vers la France. Ce qui fait qu'au fil des décennies, et c'est là où je voulais en venir, l'espace algérien se tourne peu à peu vers le nord. Car peu à peu, tout va en effet se concentrer sur le littoral, les ports, les routes, les commerces, les richesses. Les colons, mais aussi les populations algériennes, se regroupent sur les côtes, et d'ailleurs c'est bien logique, puisque c'est là où l'activité économique est la plus dynamique. Voilà donc une question qui est liée à un aménagement du territoire non anticipé. Pour s'être ainsi tourné vers le nord et la mer, on a une Algérie et des Algériens qui se coupent peu à peu de leur culture nomade, saharienne, africaine. À cette réorganisation économique correspond une réorganisation administrative et une volonté politique. On voit sur cette carte les 3 départements que la France découpe en Algérie. À partir de 1881, cette Algérie départementalisée est intégrée à la France. Tout est géré par la capitale, Paris. L'Algérie, c'est donc bien la France, et d'importants efforts d'infrastructure et de modernisation de la production sont d'ailleurs réalisés par la métropole. Les villes grandissent, Oran, Constantine, Alger. Les colons y sont de plus en plus nombreux, tout comme d'ailleurs la population algérienne. Les 2 sociétés cohabitent sans toujours se rencontrer. Les indigènes, musulmans, face aux patrons, chrétiens, sont considérés comme des citoyens de second ordre. Sauf que la France n'oublie pas de faire appel à eux pour se battre à Verdun. La Première Guerre mondiale sacrifie 173 000 combattants nord-africains dans les tranchées. Mais la Deuxième Guerre mondiale leur montre que la France n'est peut-être pas invincible. Alors ce que j'ai essayé de camper brièvement ici, c'est que le schéma de développement qui a été mis en place va perdurer de décennie en décennie, qu'il a été repris par les Algériens après leur indépendance et a pu contribuer à une forme de déculturation, c'est-à-dire un peuple déplacé dans son propre pays, qui voit sa culture, ses traditions et sa religion tenues pour seconde, d'abord par les Français, puis par les élites algériennes du FLN. La semaine prochaine, je vous raconterai comment le pays s'est développé, puis crispé, entre 1950 et 1995. Pour l'avoir gagné les armes à la main contre la France pendant la guerre d'Algérie, le FLN aura donc eu plus de 30 ans de légitimité au pouvoir. Le temps de cette légitimité est achevé aujourd'hui, mais personne entre-temps n'en a acquis de nouvelles. Pourquoi donc la France était-elle intervenue en Algérie? Eh bien, à l'origine, à cause de cet instrument-là. Voilà, ceci est un chasse-mouche avec un superbe manche en ivoire, et le point de départ de cette histoire, c'est une histoire d'argent. La France devait de l'argent à l'Algérie et faisait régulièrement la sourde oreille quand on lui demandait de rembourser. Une altercation orale entre le consul de France, Pierre Deval, et le dey d'Alger, le vieux Hussein, s'est terminée par un coup de chasse-mouche sur la face du consul français. Alors pour laver l'affront, le gouvernement de Charles X décide du blocus puis de la prise d'Alger en juillet 1830. Voilà donc le point de départ de l'expédition d'Alger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la monarchie de Juillet n'a pas au départ de vision conquérante et encore moins coloniale. Alors si vous voulez retrouver cet épisode et l'histoire de cette colonisation française, je vous renvoie à ce livre, l'histoire de la France coloniale. C'est un collectif d'historiens qui l'a écrit et qui a été édité chez Armand Collat.